Mesdames et messieurs dans le public, mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs les enfants, soyez ce soir toutes et tous remerciés d'être parmi nous et soyez toutes et tous les bienvenus dans l'amphithéâtre pour notre deuxième édition de notre concours d'éloquence du lycée Marx d'Ormois. Ce premier tour se déroulera en deux temps. Le premier, ici et maintenant, et le second, ici, mais demain. Ainsi, vous aurez la chance, ou pas, ça dépend, ça on verra après, d'écouter nos 15 combattants dans des duels oratoires de haute voltige. Je sais, ça vend du rêve. Chacun usera de l'arme la plus puissante qu'il soit, la parole, afin de faire partie des 6 finalistes qui s'opposeront le jeudi 23 mai au sein du théâtre Gérard Philippe, en présence d'un autre jury d'exception. Monsieur Magy, enseignant au lycée, Madame Beignet, CPE, Madame Bouy-Gagen, parent d'élèves, Monsieur Roland, partenaire du lycée, et Madame Dosso, membre élève élu de la MDL. Merci à vous d'user de votre temps de vie pour nous faire l'honneur de constituer notre jury ce soir. Alors, chers membres du jury, c'est à vous ce soir qu'incombe la grande responsabilité de sélectionner seulement 3 finalistes parmi nos 7 orateurs qui vont passer devant vous. Je précise ici, en notre nom, que nous nous engageons à ne pas vous corrompre. Je me sens un peu obligé de le dire parce que vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais pour nous, ça va être très frustrant. En effet, le choix des finalistes que vous allez donc sélectionner ne va dépendre que de leur prestation de ce soir. Et donc, vous ne pourrez pas prendre en compte tous les progrès qu'ils ont réalisés depuis le début de l'année. Et il faut le dire, même si les élèves ne s'en sont pas forcément rendus compte ou s'ils doutent, nous pouvons vous assurer que nous, les progrès, nous les avons vus et nous les avons entendus. Ils ont progressé chacun à leur manière, chacun à leur rythme, mais tous ont progressé. Et cette progression, ils ne la doivent qu'à eux-mêmes. En vrai, ils la doivent un peu à nous aussi, mais on fait un peu de modestie. Mais cela récompense avant tout leur persévérance et leur abnégation. Depuis plus de 8 mois, de 16h à 18h, tous les jeudis, pendant les vacances, en plus des cours, en plus des révisions pour les contrôles, en plus des révisions pour les bacs blancs, en plus des activités extrascolaires, en plus des histoires de cœur, enfin seulement pour les élèves qui ont plus de 25 ans, bien évidemment, n'est-ce pas ? Ils se sont pliés avec assiduité aux exercices de l'apprentissage de l'art oratoire. Et c'est pas facile. Nous tenions donc particulièrement à vous féliciter pour votre présence ce soir, parce que c'est pas facile. Et je dois l'avouer, et déjà en tant qu'enseignant, nous qui sommes un peu habitués de parler en public, et donc on est un peu à l'aise avec cette pratique, dans le contexte actuel, c'est pas facile. Comme preuve, d'habitude, j'ai plutôt comme habitude de faire le comique, mais je vous avoue que là, j'emmène pas large. Nous sommes donc très fiers de ce que vous avez déjà accompli avant même votre passage. On doit vous avouer qu'il y a aussi de grandes chances qu'après votre passage, ce ne soit plus trop le cas. Donc on préfère le dire maintenant. Ils ont eu le courage de se mettre en difficulté, de sortir de leur zone de confort et je dirais même de se mettre à nu devant des professionnels de cet art, l'art de l'éloquence. Ils l'ont fait devant les membres de l'association ADAO, devant des comédiens, devant des artistes, devant des étudiants en droit, devant M. Eladrati et devant moi-même. Oui, désormais, on se considère comme des professionnels de l'éloquence. Et bientôt, ils le feront devant des juristes, des avocats et des juges. Mais ce soir, ils sont là devant vous. Ils ont aussi fait preuve d'un investissement et d'une force sans faille. Au cours de nos séances, il y a eu des moments de joie, des rires, des blagues, des sourires, des jeux, des câlins, des bisous même. Mais il y a eu surtout beaucoup de stress, d'angoisse et de peur. Pour moi, ils font partie des élèves les plus courageux que j'ai pu rencontrer, car comme vous le savez, c'est de la peur que naît le courage. Alors, bravo à tous. Vous êtes incroyables, vous avez vraiment fait preuve d'une force insoupçonnée, et je peux vous assurer que pour certains et certaines d'entre eux, c'était vraiment très, très insoupçonné. Blague à part, encore une fois, bravo à tous, vous êtes notre fierté et vous êtes la source de notre engagement.
jusqu'auprès de vous. Je vais maintenant laisser la parole à M. Eladraki, qui va vous présenter le premier duel. Merci, Monsieur Pinault, pour ces mots. Devons-nous arrêter d'exiger ? En 2019, un célèbre organisme de sondage a réalisé une étude qui a conclu que 9% d'un panel représentatif de la population française adhérait à l'idée selon laquelle les Américains ne sont jamais allés sur la Lune en 1969 et que la NASA a fabriqué de fausses preuves et de fausses images. Je vous fais une confidence, car je vous fais confiance, cela reste entre nous. Je faisais partie de ces 9% jusqu'au jour où j'ai croisé la route de Maxime. À partir de là, j'ai été convaincu du contraire, car Maxime vit sur la Lune et fait des allers-retours entre la Lune et la Terre. Avec Maxime, nous avons eu droit à des oublis d'informations, souvent, à des documents égarés, parfois, et même une fois, et ça, chapeau l'artiste, il a réussi à manquer un atelier parce que Maxime avait oublié qu'il y avait atelier le jeudi. C'est pas comme si ça faisait 2 ans qu'il en faisait partie. Mais ça ne le décourage pas, et nous non plus. Loin de là, j'exige beaucoup de Maxime, car je crois beaucoup en lui. Quand bien même il va nous demander dans son discours d'arrêter d'exiger. Cher jury, cher public, un tonnerre d'applaudissements pour celui qui nous arrive tout droit de la Lune, spécialement pour ouvrir le bal de cette seconde édition du concours d'éloquence du lycée Marx d'Ormois. Roger à la négative. Si je devais décrire l'adversaire de Maxime, en 3 mots, je dirais qu'il est drôle, qu'il déborde d'enthousiasme et qu'il est attachant. Sur le papier, un concours d'éloquence n'est pas un exercice taillé sur mesure pour Roger. Son truc à lui, c'est plutôt l'impro, le théâtre, la commedia dell'arte. Quand je me replonge dans le parcours de Roger, je me dis que notre rôle dans sa progression n'a pas été totalement déterminant. Avec le recul, je repère 3 facteurs, 3 principales sources de motivation chez Roger pour se sublimer. Madame Ferrez, les costards et la bouffe. D'abord, son admiration sans borne pour sa prof préférée, Madame Ferrez, désolé pour les autres, qu'il cherche à inviter à toutes les sorties et qu'il ne voudra pas, sans nul doute, décevoir. Ensuite, son goût immodéré pour les costumes, car depuis qu'il les arbore, Roger a pris une toute autre dimension. Monsieur le Président, mes hommages. Enfin, son rapport quasi orgasmique avec la nourriture, parce que c'est sa raison de vivre. Ainsi, pour tirer le meilleur de lui-même, il nous a suffi de l'acheter avec un restaurant s'il arrivait à se dépasser. Pour ces 3 raisons, il va tenter de nous convaincre que nous devons continuer à exiger. Exiger quoi ? C'est à lui de nous le dire. En tout cas, moi j'exige que vous applaudissiez très fort Roger et l'encourager de toutes ses forces lors de son passage. La performance le veut, le spectacle le veut, le business le veut. Ces mots, ce ne sont pas les miens, mais ceux du bodybuilder Stéphane Matala à propos du topage lors d'une interview. Ces mots reflètent l'exigence de la discipline et de la forte pression que subissent les athlètes jusqu'à, malheureusement, utiliser des produits dangereux pour leur corps. Et le bodybuilding n'est pas qu'une exception. En effet, lors des JO de Séoul en 1998, le sprinter canadien Ben Johnson bat le record du monde au 100 mètres. Il remporte la médaille d'or et 3 jours après, il fut disqualifié parce qu'il s'était dopé.
Sa médaille lui fut donc retirée. Il y a malgré tout plus grave que ça. La pression que subissent les athlètes peuvent conduire à des problèmes mentaux et ou physiques, comme l'anorexie ou tout simplement la dépression. Ces exemples questionnent sur la dimension morale et éthique de l'exigence. Kant a développé la notion de devoir moral, affirmant que les actions doivent être guidées par le devoir et non par les conséquences. Cependant, lorsque ces exigences nous poussent à agir de manière contraire à nos valeurs, à nos convictions, nous pouvons clairement nous interroger sur leur légitimité morale. Cette exigence ne se retrouve d'ailleurs pas que dans le sport. On la retrouve aussi dans le cadre professionnel, où elle vient structurer les relations hiérarchiques. Les hauts gradés, du fait de leur position, peuvent exiger, imposer une décision, alors qu'elle peut parfois sembler incongrue pour le reste de l'équipe. La vision d'un seul individu s'impose alors sans débat. Est-ce vraiment ce qu'on veut ? Une société régie par l'exigence, où chacun doit agir comme le veut le plus fort, ou comme le veut la morale, dictée de façon arbitraire par un petit groupe d'individus. Imposer ces exigences de manière autoritaire, c'est exercer un contrôle sur la vie des autres et sur leur liberté. L'exigence, c'est un rapport de force qui empêche de nous exprimer à notre plein potentiel et nous aveugle sur de nouvelles possibilités de perception du monde. Alors oui, on entend dire que l'exigence favorise l'ordre. Et de fait, elle façonne un monde ordonné où chaque chose a sa place et chaque place a sa chose. Rien ne dépasse. Mais alors, quelle place pour la créativité, la flexibilité, le consensus, le pas de côté ? Quelle place pour ceux qui ne rentrent pas dans le moule, les anticonformistes, les farfelus, ceux qui ont un regard différent sur le monde ? L'exigence oppresse, contraint, oblige et ouvre la porte à l'excès. Pour toutes ces raisons, je ne vais pas exiger de vous d'arrêter d'exiger, mais plutôt vous inviter à considérer cette possibilité. Bien sûr, bannir l'exigence ne signifie pas abandonner toute forme d'ambition, mais au contraire d'être plus réceptif, ouvert aux opportunités qui se présentent à nous. C'est se laisser la possibilité d'être plus ouvert, de faire évoluer notre regard sur le monde et sur notre société. Bannir l'exigence, c'est aussi se laisser le droit de choisir son propre chemin, sans être entravé ou conditionné. C'est faire le choix de la liberté. Oh là 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 là! Quel sujet fascinant, ne trouvez-vous pas? C'est ce que je me disais au début. Que c'était trop facile! Comme le diraient les gens de nos jours, MDR, je vais finir en 2 heures. C'est ce que je disais au début. Quelques jours avant la rentrée. Bonjour Madame Ferrez, j'espère que vous allez bien. J'ai besoin que vous me donniez un conseil. Non, deux conseils. Non, bon, rassurez-vous, j'ai aussi donné de l'aide à mes parents. Ils m'ont bien conseillé. Ils m'ont donné un très bon conseil. Vous savez c'est quoi? Faire la vaisselle. Bon, j'allais pas faire tout un plat. Comme le diraient les jeunes de nos jours, miskin Roger. Je me demandais pourquoi
comme on l'avait conseillé. Et là, waouh, révélation. Allemagne, 1942. Il y a 82 ans, elle est dirigée d'un bras de fer par un homme qui exige l'arrestation d'une population qu'il considérait comme traître. Ce qui amena à la rafle la plus connue et la plus grande de l'histoire, la rafle du Veldiv. Alors pourquoi tout ceci s'est-il passé? Tout cela juste parce qu'un homme a exigé. Alors, croyez-vous qu'après ça, nous allons dire « Oui, exigez !» Non. Nous connaissons les dangers qu'elle peut produire. Elle mène à des guerres, des conflits, à l'extermination des populations. Elle sert à détruire. Alors, pour le bien de tous, cessez d'exiger. N'est-ce pas un peu trop demandé d'arrêter d'exiger? Entre vous et moi, n'est-ce pas demander l'impossible? C'est comme si du jour au lendemain vous vous dites « Bon, le soleil ne vient pas demain, tu me fais mal aux yeux. » N'est-ce pas absurde? C'est impossible, n'est-ce pas? Enfin, à part pour un divin. Mais rappelez-vous que même si l'Allemagne avait presque gagné la guerre, elle a perdu, hélas. Parce qu'un homme avait exigé depuis l'Angleterre que les Français devaient résister pour être libres. C'est parce qu'il avait exigé cela que les choses ont commencé à changer. Mesdames et messieurs, chers jurys, petits et grands, arrêter d'exiger est-il possible? Non, tout simplement. Car depuis des siècles, l'exigence fait partie de la vie de tous les jours. Nous exigeons pour l'amour, le travail, de tout et de n'importe quoi. L'exigence a une grande place dans notre quotidien. Et je comprends la peur que mon adversaire ressent en disant qu'il faut arrêter d'exiger, car c'est effrayant. Mais sans l'exigence, qu'est-ce que l'homme au final? Oui, certes, nous disons, les hommes exigent trop. Mais pourquoi le font-ils? Le font-ils pour dominer les autres ou pour se faire plaisir? D'après notre cher ami qui est Google, exiger, c'est demander impérativement quelque chose que l'on pense avoir le droit ou la force d'obtenir. Cela dit, c'est encore un peu flou, n'est-ce pas? Alors, prenons un exemple avec un petit zeste de synonyme. Je cite, « Ce n'est pas la révolte en elle-même qui est noble, mais c'est ce qu'elle exige. » Remplaçant ce mot « exiger » par un tout joli synonyme, ce n'est pas la révolte en elle-même qui est noble, mais c'est ce qu'elle réclame. Qu'en dites-vous? Devrons-nous arrêter d'exiger? Les professeurs exigent, excusez-moi, les professeurs demandent des exigences aux élèves. Les parents en font de même. Vous exigez que je parle fort, que j'ai une bonne intonation, une bonne posture. Bonne posture. Oui, c'est ça, bonne posture. Alors, pourquoi dois-je respecter tout cela? Rappelez-vous de ça, que l'exigence, c'est demander impérativement quelque chose que l'on pense avoir le droit ou la force d'obtenir. Alors, cher public, n'ayez pas peur d'exiger. Car avant vous, il y a eu des hommes et des femmes qui n'ont pas cessé d'exiger pour que nous, la génération future, puissions vivre dans un monde idéal. Souvenez-vous de Charles de Gaulle, de Jeanne d'Arc, de Martin Luther King. Ces personnes, même étant morts, sont restées dans l'histoire, car ils ont marqué l'histoire par leurs exigences. Cette exigence qui s'est transformée en force. Moi, je crois à 100% qu'exiger nous ouvre plusieurs possibilités. Mais ne pas exiger, ce serait se condamner soi-même. Une fois n'est pas coutume, nous aurons un duel à 3.
sur le sujet « Peut-on triompher de la mort ?» Dania à la positive. Il y a eu le géocentrisme. On a connu l'héliocentrisme. Et depuis peu, nous sommes passés à l'ère du daniacentrisme. C'est tout nouveau, donc je vous avoue que j'en cerne peu les contours. Mais je peux vous en donner quelques principes théoriques que j'ai pu observer. Le daniacentrisme se mêle absolument de tout et veut tout savoir. Le daniacentrisme n'emploie que l'impératif dont la devise est « tais-toi ». Et le daniacentrisme, c'est une répartie qui peut tantôt vous éblouir, tantôt vous brûler. Mais à côté de ça, Dania, c'est une énergie positive comme on en voudrait chez tous nos élèves. C'est un esprit vif et un petit bout de femme qui aime donner et recevoir beaucoup d'affection. Je vais peut-être vous décevoir, ou pas, mais personne ici n'assistera à la mort du Soleil prévue dans 5 milliards d'années. Et pourtant, il paraîtrait que ce sera un spectacle grandiose. Alors, nous, l'atelier Éloquence du lycée Marx Dormois, avons décidé de vous offrir un spectacle équivalent. Cher jury, cher public, préparez-vous à être ébloui par le soleil Dania qui va vous faire la démonstration de son immortalité en arguant que oui, on peut triompher de la mort. Pas un, mais 2 adversaires. Sa première adversaire vous dirait qu'avant de vouloir triompher de la mort, encore faut-il triompher du contrôle continu, des réunions par un prof, du bac de français, de Parcoursup, du bac de terminale, des études supérieures, etc., etc., etc. C'est vrai, Martha. Je te le concède. Le chemin est encore long et tu connaîtras des hauts et des bas, des triomphes et des échecs. La vie, en somme. À côté de ça, Martha, c'est une aura dont elle seule a le secret. Un halo qui a su subjuguer le daniacentrisme et un charisme naturel. Et ce, même les lendemains de sorties nocturnes qui ont mis en péril son beauty sleep. Dernier des Mohicans a encore utilisé un dictionnaire et merci pour cet acte de résistance. Martha va tenter de vous prouver qu'elle a trouvé les bons mots pour vous convaincre qu'on ne peut évidemment pas triompher de la mort. Pour ces raisons, cher jury, saurez-vous triompher de tous ses atouts pour vous concentrer sur son talent d'oratrice. Autre adversaire, Maëlys à la négative. Les poètes, comme d'autres, ont fait de la mort un thème et une source d'inspiration de leurs œuvres. Ainsi, le hasard a bien fait les choses en attribuant à Maëlys un sujet sur ce thème. Parmi toutes les âmes dévouées et travailleuses de l'atelier, Maëlys a été le porte-drapeau de l'âme du poète. Aujourd'hui, elle affronte son amie d'enfance, Dania, et devra mettre ses sentiments de côté pour remporter ce beau duel fratricide. Pour cela, cher jury, Maëlys va également tenter de vous convaincre que par-delà l'évidence même du sujet, et si vous en doutiez encore, on ne triomphe pas de la mort. S'il vous plaît, cher public, cher jury, mesdames et messieurs, une salve d'applaudissements pour ces 3 candidates qui vont s'enchaîner. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. J'ai chaud extrême en endurant froid dur, la vie m'est et trop molle et trop dure, j'ai grands ennuis entremêlés de joie. Ces vers, vous les avez peut-être déjà entendus. Moi, ils me passionnent, du Louise Labbé. Dans son poème, il est question d'amour, mais d'un amour destructeur, ravageur, au point où elle se doit d'utiliser la mort pour le caractériser. Et ce n'est pas la seule, on vulgarise tous la mort à certains moments.
On meurt de stress, de chagrin, d'ennui ou de faim, parce que la mort, c'est un quotidien. La mort. Trouvez-moi un sujet plus joyeux que celui-là. D'une certaine manière, pour chacun d'entre nous, la mort reste une énigme, alors que nous la savons inévitable. Nous y allons tous. C'était son tour, dit-on. Et pourtant, alors même que nous ne la rencontrons jamais personnellement, on tremble de peur à sa mention. Vous savez pourquoi ? Parce que la mort est odieuse. Elle est vicieuse, maligne et capricieuse, généralement représentée par l'allégorie de la faucheuse. Elle ne fait que semer douleur, tristesse et malheur, heures qui refusent de passer lorsque c'est près de nous qu'elle décide de s'arrêter. Tout ce qu'on peut lui attribuer, c'est le mérite d'être impartiale. Homme ou femme, riche ou pauvre, personne n'est épargné. Elle finit toujours par s'approcher. Vu sous cet angle, difficile de penser qu'il est possible d'en triompher, mais ça, c'est la voie de la facilité, celle que je n'ai jamais aimée. Alors je me retrouve ici aujourd'hui pour vous affirmer que oui, la mort peut effrayer, mais qu'il est possible d'en triompher. Mais remontons un petit peu le temps, aux temps oubliés, délaissés, gardés précieusement par l'aspect HGGSP, retournons à l'Antiquité. L'Antiquité, une période vraiment charmante, sans doute ma préférée avec la Renaissance. Mais choisissons une destination un peu plus précise et rendons-nous cette fois à Rome. Rome et son Colisée, son Panthéon et ses divinités, mais c'est surtout là-bas qu'est né le premier sens du mot triompher. Car triompher à l'époque, c'était réaliser un grand succès militaire. Qui plus est, le triomphe était la plus grande récompense qu'on pouvait accorder aux généraux. Mais pour y arriver, il fallait du pouvoir, des connaissances et des victoires. Victoires gagnées le plus souvent sur des champs de bataille. Or, remarquez que c'est sur ces mêmes champs de bataille que nous avions le plus de chances de la croiser, elle. Elle, cette faucheuse qui se plaint de nos rires et se rit de nos pleurs. Elle, cette menteuse et son complexe d'infériorité qui a besoin de faire souffrir pour se sentir exister. Elle, cette trompeuse dont on a si souvent triomphé. Et la première façon qu'on a trouvée pour y arriver a été d'utiliser la méprise. Et c'est qu'ils étaient bien malins à l'époque. Alors que la volonté même de la mort est d'être crainte et huée, voilà que l'être humain décide de s'en moquer et d'offrir une récompense à chaque fois qu'elle sera provoquée. À chaque fois qu'une conquête est réalisée, à chaque fois que le sang est versé, ils étaient félicités, acclamés, remerciés pour avoir triomphé. Mais au fil du temps, ce mot a pris un autre sens. Et je suspecte la mort en personne de s'être arrangée avec notre langue pour que plus personne n'ait l'audace de la provoquer. Elle a fait en sorte de changer son sens, juste ce qu'il faut, pour ne plus y être associée, car aujourd'hui, triompher signifie vaincre, l'emporter. Mais malgré ça, nous pouvons toujours nous vanter de pouvoir triompher d'elle. Moi, j'ai beaucoup réfléchi récemment. Oui, ça m'arrive parfois. Et j'en suis venue à une conclusion. La mort a un but, un objectif précis, c'est de faire disparaître. Elle veut d'abord vous faire disparaître physiquement, puis elle fera disparaître souvenirs et pensées et fera en sorte que tout s'oublie que vous avez un jour existé. La biologie pour les corps et le temps pour les mémoires. Mais l'être humain, encore une fois, est plus malin que ça. Car bien qu'ils soient nombreux ceux ayant failli face à la mort, ceux qu'on a oubliés, abandonnés, délaissés, ils sont aussi nombreux ceux ayant triomphé. Ces personnes, vous les connaissez. Et c'est parce que vous les connaissez qu'ils y sont parvenus. Mais si, vous savez bien, tous ces Zola, ces Voltaire, ces Veil et ces Badinter, tous ces héros, ces auteurs, ces reines et ces dictateurs, s'ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ont été remarquables. Que ce soit des livres, des lois, des conquêtes ou des droits, ils et elles ont fait en sorte de devenir inoubliables, irratables, indémodables. C'est aujourd'hui qu'ils se rient de la mort. Car c'est sûrement comme ça que ça se passe. On la craint jusqu'à ce qu'elle vienne à nous, et puis une fois passée, c'est à nous de la narguer. Depuis toujours, je rêve de travailler dans le domaine médical. Ça m'a toujours fascinée. Le corps humain, le sang, le vivant. Pourtant, aujourd'hui, face à vous, la biologie n'est pas de mon côté. Car en son sens, la mort est l'état irréversible d'un organisme biologique ayant cessé de vivre. Cet état se caractérise par un arrêt et une rupture définitive de la cohérence des processus vitaux de l'organisme considéré. L'arrêt, la fin, l'irréversible, la rupture définitive, voilà ce qui caractérise la mort en biologie. Et bien que la médecine ait progressé, on ne peut pas encore vivre éternellement. Alors oui, je le concède, physiquement, la mort finit toujours par nous avoir. Mais
N'est-ce pas là ce qui nous rend vivants? Ne naissons-nous pas pour vivre et ne vivons-nous pas pour finalement mourir? Pourquoi voit-on ça comme une défaite alors que c'est le but même de notre existence? Vous savez pourquoi? Parce que c'est dans la nature humaine de vouloir toujours plus. C'est dans la nature humaine de vouloir plus d'argent, plus de temps, plus de calme, quitte à en devenir dépendant. Plus et toujours plus. Mais même si c'est dans la nature humaine de vouloir la vie, c'est dans la nature du vivant de vouloir la mort. Alors, ne soyons pas trop capricieux, trop gourmands ou trop audacieux, car c'est ce que cette faucheuse attend de nous. Contentez-vous de la mort qu'on vous aura donnée, et vous pourrez vous vanter d'en avoir triomphé. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. J'ai chaud extrême en endurant froid dur, la vie m'est trop molle et trop dure, j'ai grands ennuis entremêlés de joie. Ces vers me passionnent, alors même que la mort y figure. Au fond, même si on sait qu'on finira par la rencontrer un jour, rien ne sert de toujours y penser. Ça ne fait que la rendre plus odieuse et vaniteuse qu'elle ne l'est déjà. Mesdames, messieurs les jurés, chers assemblés, je ne pouvais terminer sans vous demander de profiter de la vie et de ne pas trop penser à elle. Car bien qu'il soit possible d'en triompher, on ne sait jamais quand elle décide d'attaquer. Mesdames et messieurs les jurys, me voilà devant vous aujourd'hui pour triompher de ce discours et passer ce premier tour. La vie et la mort sont soumises à la destinée, comme l'a si bien dit Georges Clemenceau. Nous finirons tous par mourir. Certains rencontrent la mort plutôt que d'autres. Et oui, comme un oiseau dans une cage, on leur prive de la liberté qu'est la vie. Et finissant les ailes coupées, sans même avoir eu la chance de triompher, on leur arrache cette liberté. Victor Hugo avait lui-même dit que persévérer, c'est le secret de triompher. Georges Stinney avait persévéré à clamer son innocence, mais le combat contre sa mort était perdu d'avance. Alors non, nous ne pouvons pas triompher de la mort. Et pour ceux qui oseraient dire que oui, laissez-moi vous raconter son histoire. Georges Stinney est la personne la plus jeune condamnée à mort. Du haut de ses 14 ans, il fut condamné à la chaise électrique pour un meurtre qu'il n'avait pas commis. Son procès n'a duré que 2 heures et son verdict a été donné que 10 minutes plus tard. À la suite de ce verdict, il a été forcé de passer 81 jours dans une cellule d'isolement, sans aucune visite, même de ses propres parents. En 2014, donc 70 ans après l'affaire, elle fut examinée. Son procès n'avait pas été jugé équitablement. Il était incapable physiquement de commettre ces meurtres. Il a été accusé sans preuve, car il était afro-américain. Il avait toute une vie devant lui, mais on lui a arraché l'opportunité de triompher. Sa mort aurait dû servir de leçon. Mais non, sa mort ne sonna pas la victoire de l'abolition de la peine de mort. La Caroline du Sud, là où il fut condamné, et 28 autres États pratiquent encore à ce jour la peine de mort. Nous luttons aujourd'hui contre l'injustice que la mort provoque. Comment pourrait-elle être synonyme de triomphe alors qu'elle cause tellement de peine et de haine? Les guerres montrent bien à quel point la mort ne rime à rien de bon. Une guerre ne se gagne jamais vraiment, car peu importe le nombre de morts finales, le cycle se répétera sans fin. Un monde où règne la paix n'est qu'utopie. Il n'y a que 2 manières de vaincre, celle qui conduit au triomphe et celle qui mène au sacrifice. L'Arc de Triomphe le montre si bien. À la demande de Napoléon Ier, il fut construit pour perpétuer le souvenir des victoires des armées françaises. Mais aujourd'hui, elle commémore un autre conflit, la Première Guerre mondiale, et accueille le tombeau du soldat inconnu. Celui-ci représente à lui seul chaque nouveau soldat mort pour de nouveaux combats pour la France. Ce symbole emblématique rend hommage
à chaque soldat qui, par amour pour leur pays, ont donné leur vie. Chacun d'entre eux ont de quoi être fiers, mais ce ne sont pas leurs morts qui ont sauvé la France, mais bien leur vie. Celles qu'ils ont sacrifiées pour chacun d'entre nous aujourd'hui ont fait de leur vie leur fierté. Ne sommes-nous pas tout aussi fiers de ceux qui sont revenus vivants, car ceci montre bien que ce n'est pas la mort, mais bien la vie qui nous permet de triompher. Et après la mort, ce sont les souvenirs de votre vie qui perdurent ce triomphe. Tous ces explorateurs qui ont découvert ces terres qu'il nous faut tant rêver aujourd'hui, tous ces poètes qui nous montrent la beauté d'aimer, nous montrent bien que c'est la vie qui nous fait triompher. La mort n'est que la mort. On ne signifie rien par sa mort, mais on la subit. Alors célébrons chaque victoire, chaque avancée, car l'heure, une fois venue, où le dernier grain du sablier sera écoulé, ce sera la fin. Ne passons pas à côté de la vie en se préoccupant de ce que les gens penseront de nous ou de ce qui restera de nous. Mais apprenez, échouez, découvrez, célébrez et vivez. Parce que vivre et partir en paix, c'est triompher. « 57 millions de personnes dans le monde meurent chaque année. Chaque jour, 157 000 personnes décèdent. Ils pourraient tous être des amis ou de la famille. Peut-on dire que la mort les a choisis? Le sait-on vraiment? On la redoute car on ne peut pas la comprendre et la définir est bien compliqué. Cela est compliqué, oui. D'un point de vue biologique, cela est simple et clair. Qu'est-ce que la mort? La mort est la fin de la vie. C'est lorsque quelqu'un cesse de vivre et que son corps a arrêté de fonctionner. Mais maintenant, qu'est-ce que la mort? Réellement. Parfois, la mort est une île, loin des souffrances et de la vie, que certains essaient d'atteindre pour cesser de souffrir ou de faire souffrir. Parfois, elle est la libération et elle aide les malades à ne plus souffrir, eux aussi. Elle est le signe de la réalité que tout s'arrête. La mort est bien des choses, mais est-elle mauvaise? J'ai une personne très proche qui a récemment perdu sa mère. Elle souffrait, je le voyais, et cela faisait déjà plusieurs années qu'elle était malade. Je ne pense pas que la mort lui faisait peur. Elle n'avait pas peur, car elle a vécu sa vie aussi bien que possible. C'était une femme courageuse. Assez pour cacher sa souffrance, mieux que je ne pourrais jamais le faire. Elle était souffrante, cela est un fait. Mais la mort n'a fait que lui enlever cela, cette douleur. Est-ce pour cela que j'ose dire que sa mort n'est pas mauvaise? Que la mort n'est pas mauvaise? Oui, la mort n'est pas mauvaise car elle a arrêté sa souffrance. Certes, lorsque l'on perd un être cher, on serait prêt à refuser cela, mais en y réfléchissant bien, on parle plus de la mort que de la vie. Elle lui a donné joie, tristesse, colère, une multitude de souvenirs et de beaux sourires. Et la mort est apparue et lui a tout enlevé. C'est bien cela. Alors on bénit la vie et on rejette la mort. Mais la vie est parfois mauvaise aussi. Il y a des êtres sur cette planète qui naissent si malades qu'ils en souffrent nuit et jour depuis que la vie les a fait apparaître. Ces mêmes êtres qui meurent libérés, mais ont vécu enfermés dans leur souffrance, car la vie les a fait apparaître souffrants. La vie est parfois mauvaise, mais les vivants ont peur de la mort. Peut-on y échapper? On ne peut pas se protéger de la mort comme on peut se protéger d'une tache de peinture. On ne peut pas acheter la santé et éviter la mort avec de l'argent. On ne peut pas la fuir éternellement comme on le souhaite, par peur, colère ou dénigrement. Mais en l'acceptant, sans la fuir, peut-on en triompher? La mort ne donne aucune médaille, elle ne donne aucun triomphe, mais pour cela, faut-il porter une protection en maille? C'est un défi que la mort nous montre. Mais est-ce vraiment d'elle que l'on triomphe? Il est vrai que l'art de certains artistes n'ont ressurgi qu'à leur mort. Certains en déduiront que c'est grâce à elle qu'ils sont maintenant connus. Mais je ne suis pas de cet avis. Ce n'est pas que leurs souvenirs qui ont été
Ce n'est pas que leurs souvenirs qui ont été ainsi montrés, car la mort les a pris eux. Ils ne connaissent donc pas le succès qu'à leur art. Ce n'est donc pas vraiment leur succès à eux, mais leur souvenir, celui de leur souvenir. On ne triomphe pas de la mort, et lorsque notre âme part de notre corps, la mort et la vie effacent leur tort. Et nous nous reposons là où la paix est d'or. Faut-il se préoccuper du bonheur d'autrui? Nyangali à la positive. Notre prochaine candidate ne triche pas avec les émotions. Quand Nyangali ne va pas bien, nul besoin de mots ou d'explications à rallonge. Sa mine trahit ou exprime son humeur. Les peu de fois où cela se produisit, elle franchit la porte du CDI, m'informa très brièvement qu'elle n'assistera pas à l'atelier du jour et rebroussa chemin. Avec Nyangali, point de fioriture, point de jérémiade. Je vous laisse deviner que cela ne me laisse pas insensible, car la présence de Nyangali dans le groupe est toujours remarquée et remarquable. Je garderai notamment dans ma mémoire le sketch mémorable où elle a dû jouer le rôle d'interprète d'un dignitaire joué par Lilian qui s'exprimait dans une langue inventée. Merci pour ce moment, Nyangali, qui restera un moment magique dans ma carrière. En cela, tu as créé une parenthèse de bonheur chez tes camarades et moi-même. Espérons qu'à travers ton discours, tu convaincras le jury qu'il faut se préoccuper du bonheur d'autrui, bonheur que tu nous apportes tous les jours par ta présence, tous les jeudis. Face à elle, Armand à la négative. Notre dernier candidat est un pourvoyeur de bonheur. Il a su conquérir, sinon le cœur, du moins le palais et les papilles des résidents de la salle des profs. En effet, Armand s'est admirablement cuisiné et pâtissé. Chers membres du jury, ayant conscience du pouvoir ensorcelant de ces gâteaux, nous allons procéder à une vérification bucco-dentaire pour nous assurer qu'il n'y a aucune trace de ces gâteaux dans votre organisme. Très bien, vous passez le test anticorruption avec brio. À l'instar de sa marche étrange à reculons qu'il fait parfois dans les couloirs, il va devoir faire une démonstration à contre-courant de ce qu'il sait faire quand il pâtisse, à savoir contribuer à notre bonheur. Mesdames et messieurs les membres du jury, cher public, veuillez accueillir comme il se doit Armand qui va devoir démontrer en quoi il ne faut pas se préoccuper du bonheur d'autrui. Mais peut-être, acceptera-t-il que vous vous préoccupiez du sien en lui permettant d'accéder en phase finale s'il le mérite, évidemment. Une salve d'applaudissements pour encourager nos deux derniers candidats. Le bonheur, ce n'est pas faire ce que l'on veut, mais vouloir ce que l'on fait. Albert Schweitzer. En effet, en agissant avec bienveillance et en cherchant à contribuer au bonheur des autres, nous réalisons notre propre humanité. Nous cultivons un sentiment d'accomplissement bien plus profond que celui procuré par la quête égoïste de nos propres plaisirs. Aujourd'hui, nous plongerons dans les profondeurs de l'âme humaine pour explorer la quête de la bienveillance et de la solidarité. Dans l'agora moderne, où les destins se croisent et se mêlent, une vérité lumineuse éclaire le chemin de l'humanité. Il est vital de se préoccuper du bonheur d'autrui. Tel un doux murmure porté par les vents de la compassion, cette vérité résonne en écho à travers les âges, tissant un lien indéfectible entre les cœurs et les esprits. Car en vérité, cher auditoire, dans cet univers complexe et changeant, notre bonheur ne saurait être complet tant que celui de nos semblables demeure en suspens.
L'homme est un animal social, il est toujours entouré et en a besoin. L'empathie et la compassion sont des caractéristiques propres à la nature humaine qui nous distinguent et nous élèvent en tant qu'êtres sociaux. Ce sont des valeurs fondamentales qui nous connectent les uns aux autres et nous permettent de partager joies et peines. En développant et en exprimant ces qualités, nous enrichissons non seulement nos propres vies, mais aussi celles de notre société dans son ensemble. L'empathie incarne donc notre capacité à comprendre les émotions et les expériences des autres, à ressentir leur joie et leur douleur comme la nôtre. En acceptant cette empathie, nous prenons conscience de notre mutualité, où le bonheur de chacun façonne le bien-être de tous. La compassion, quant à elle, se manifeste dans nos actions concrètes pour soulager la souffrance d'autrui. En nous préoccupant du bonheur des autres, nous déployons notre compassion à travers des gestes simples, mais significatifs. Ces actes renforcent les liens qui nous unissent en société, tissant un filet de bienveillance qui enveloppe chacun de nous. Donc, en cultivant l'empathie et la compassion, nous créons un environnement social plus harmonieux où chacun se sent reconnu, soutenu et aimé. Nous nourrissons un sentiment d'appartenance et de solidarité qui dépasse les différences individuelles et nous unit dans notre humanité commune. En fin de compte, je pense que c'est cette capacité à prendre soin les uns des autres qui nous définit et fait de nous des êtres sociaux dignes de respect et d'admiration. La préoccupation pour le bonheur d'autrui trouve aussi ses racines dans un ensemble de valeurs morales et éthiques qui ont été transmises à travers les siècles par différentes philosophies et traditions religieuses à travers le monde. Ces valeurs sont souvent considérées comme les piliers d'une vie éthique et significative et elles encouragent l'amour et le service envers autrui comme des pratiques fondamentales. Dans de nombreuses philosophies telles que le bouddhisme et l'hindouisme, ainsi que dans des traditions spirituelles telles comme le christianisme et l'islam, la bienveillance et la sollicitude envers autrui sont élevées au rang de vertus suprêmes. Bien évidemment, l'adhésion à une religion particulière n'est pas une condition préalable pour faire sienne ces valeurs morales et éthiques qui incitent au souci du bien-être d'autrui. Il est compréhensible que certains puissent craindre que s'investir dans le bonheur des autres soit une tâche trop exigeante ou envahissante. La vie moderne est souvent trépidante et nous avons tous nos propres responsabilités et préoccupations à gérer. Ajouter à tout cela le souci du bien-être des autres peut sembler être une charge supplémentaire, voire écrasante. Cependant, je vous invite à considérer que même les plus petites actions peuvent avoir un impact significatif sur le bien-être de ceux qui nous entourent. Pensez à ces moments où quelqu'un vous a offert un sourire chaleureux dans un moment de tristesse, ou à ces mots d'encouragement qui vous ont donné la force de poursuivre vos efforts. Un simple geste de gentillesse, comme tenir la porte, offrir un compliment sincère, ou simplement écouter une personne quand elle en a besoin, peut illuminer sa journée et semer les graines du bonheur. Ces petites actions ne nécessitent pas forcément beaucoup de temps ou d'efforts, mais elles peuvent avoir un impact durable sur le bien-être émotionnel des autres. De plus, ces actes de bonté peuvent également avoir un effet d'entraînement, inspirant les autres à faire de même et ainsi propager un cercle vertueux de respect et de bien-être. Alors, dans un monde où les inégalités continuent d'augmenter drastiquement, il est plus que jamais temps de faire preuve de solidarité. Rappelez-vous que le partage est une source de bonheur et que celui-ci peut alors se multiplier de manière exponentielle pour le bien de tout à chacun. Il est donc de notre devoir d'ouvrir nos cœurs pour vous, pour moi et pour l'humanité tout entière. Donnez-en. C'est gratuit, c'est délicieux. Loin de moi l'idée de vous corrompre. Non. Vous n'êtes que pour satisfaire vos papilles et vos estomacs.
Écoutez, tous ces fabuleux concurrents a dû être une tâche forcément dure pour vous tous. C'est pas empoisonné. Ils ont su conquérir plusieurs fois nos amis les professeurs et le corps enseignant. Tenez. Ne vous méfiez pas à la forme. Il n'y a que ceci qui leur défend. Une seconde. Mais il ne me reste plus rien. Je croyais en avoir gardé de côté pour moi. Mais où sont-ils passés? Sont-ils ici? Sont-ils là-bas? Oh, je ne sais plus rien. Où est-il? Que faire? J'ai mis tant d'ardeur et d'amour à la tâche. Je me suis épuisé physiquement comme mentalement. Pour les fabriquer, pour vous faire plaisir à tous. Et je ne peux en goûter. Non, non. Ah, où es-tu, mon bonheur? Mon amour? Est-ce toi malheureux? Non. Ce n'est que ma main. Peut-il bien être? Mais qui suis-je? Je meurs. Je perds la tête. Mais ne serait-ce pas de ta faute? Oh malheureux. À trop donner aux autres, tu as fini par t'oublier. Tu t'es préoccupé du bonheur d'autrui. Voyez-vous, se préoccuper du bonheur d'autrui est dangereux à plusieurs égards. Placer les besoins d'une autre personne que soi en priorité peut nuire à votre santé. On peut s'épuiser physiquement comme mentalement. On peut être sujet à l'exploitation ou le surmenage, par exemple par ses supérieurs. En priorisant les besoins des autres, on peut tout aussi perdre de vue nos passions, nos valeurs, nos propres objectifs. On oublie ce qui nous rend spécial. Dans le pire des cas, on peut perdre son identité. Cela peut aussi drainer votre énergie vitale si nous éprouvons de la sympathie, partage d'émotions, d'énergie, et non de l'empathie, une compréhension avec l'autrui. Et cela pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle nous serions prêts à détruire, prêts à nuire à notre santé pour autrui, à perdre une partie de soi? Leur bonheur. Une rime comme ça, leur bonheur. Le bonheur d'une autre personne que soi. Un bonheur incertain dont nous ne savons rien. Comment le provoquer? Si l'action effectuée aura la réaction souhaitée? La réaction souhaitée ici est une sécrétation de sérotonine, l'hormone du bonheur, chez un individu souhaité. Comment pourrions-nous, humainement, contrôler la réaction physiologique chimique d'un individu autre que soi, alors que cette libération d'hormones est inconsciente même à notre propre corps?
plutôt lors de ma distribution de magnifiques et délicieux cookies. Étais-je sûr qu'ils plairaient à tout le monde? Étais-je sûr qu'ils leur procuraient du bonheur? Martha aurait pu souhaiter des pépites de chocolat noir au lieu de chocolat au lait. Ou Maxime, des fondants au lieu de cookies. Je ne peux être certain de leur donner ce bonheur. Alors pourquoi essayer de mettre le leur en premier, sachant que je ne peux leur procurer? Et ce bonheur, dont je n'ai aucune information, je dois le donner à autrui, aux autres individus différents de moi. Or, les autres individus, c'est approximativement les 7 milliards d'autres êtres humains qui vivent avec nous sur cette terre. Autant dire qu'il faut accueillir toute la misère du monde pour satisfaire le bonheur d'autrui. On ne peut pas satisfaire le bonheur de tout le monde. Cela est une utopie. Autant chercher Eldorado comme Candide ou l'Atlantide, selon Platon. Mais nous ne pouvons pas passer le bonheur de n'importe qui avant nous. Seules les personnes qui comptent vraiment à nos yeux le peuvent, comme les amis, la famille. Mais surtout pas un inconnu rencontré au hasard dans le bus il y a 30 secondes. Il n'en a rien à faire de moi. Et tant mieux, le monde s'en porte peut-être mieux. Il faut arrêter de vouloir traverser des océans pour des gens qui ne sauteraient pas une mare d'eau pour vous. Se demander s'il faut se préoccuper du bonheur d'autrui, c'est similaire à demander s'il faut prioriser le bonheur de n'importe qui. Une question qui n'a de sens que grammaticalement parlant. Car le bonheur d'une personne quelconque ne doit pas passer avant le nôtre. Il ne faut pas se préoccuper du bonheur d'autrui. On ne peut pas se préoccuper du bonheur d'autrui. Le bonheur est un parfum que l'on ne peut répandre que sur autrui, sans en même faire jaillir quelques gouttes sur soi-même. Merci à tous et à toutes d'être venus ce soir, encourager les élèves, les accompagner, leur donner de la force, comme on dit. Vous leur avez envoyé beaucoup de force. C'était aussi, j'imagine, pour eux un peu impressionnant d'avoir autant de monde en face d'eux. Mais vous avez fait des très belles prestations, on est encore une fois très fiers de vous. Bravo à vous. Donc, vous incombe à vous, jury, la dure mission de sélectionner 3 candidates. Donc, vous allez noter sur le document qu'on vous a remis ces noms-là. Sachez, chers élèves, que personne ne sera au courant, hormis le jury, qui n'est pas corruptible. Et donc, l'annonce se fera demain, à l'issue du 2e tour. Demain. Voilà. Et Monsieur Pinault et moi-même sont... Il n'y a pas de différence de traitement, nous ne saurons pas non plus qui sera sélectionné ce soir. Demain, on donne les 6. Et nous, même ce soir, ça ne sert à rien de nous envoyer des messages ou de vouloir nous acheter. On ne connaît pas les noms des finalistes. On les découvrira en même temps que vous demain. Mais on a un prix comme tout le monde. Donc, si vous sortez le chéquier... Ouais, ça, on peut quand même savoir. Merci à tous. Merci et bravo.